Il y a 10 ans, dans le quartier animé de Deido, à Douala, vivait Awa, une veuve de 35 ans aux mains calleuses et au sourire fatigué. Son mari, un pêcheur vaillant, avait été emporté par les eaux turbulentes du Wouri lors d'une tempête furieuse. Depuis ce jour, Awa survivait en vendant des beignets frits au bord de la route, sous un soleil qui brûlait comme le feu d'un marabout en colère. Ses 3 enfants, 2 garçons maigres comme des branches de manioc et une fille aux yeux vifs comme une antilope, dépendaient entièrement d'elle. Mais les dettes s'empilaient comme les ordures dans les ruelles, le loyer impayé, les frais de scolarité et les médicaments pour le plus jeune qui toussait la nuit comme un démon enragé. Chaque pièce gagnée était une petite victoire contre la misère qui la guettait. Un soir, alors que la lune rouge sang se levait sur les toits de tôle, Awa reçut la visite d'un cousin lointain, Kofi. C'était un homme rusé, avec une barbe taillée comme un sabre et des yeux qui brillaient. Il arrivait de Côte d'Ivoire, où il disait avoir fait fortune. « Ma sœur, dit-il, je sais que la vie te ronge comme la termite ronge le bois. J'ai un ami à Yaoundé, un riche commerçant, Étienne, il cherche une gouvernante. Le salaire, 10 000 francs par mois, plus le gîte et le couvert. Mais il veut une femme forte, sans attache. Tu devras laisser tes enfants ici pour 1 an ou 2. Laisser ses enfants, c'était comme s'arracher le cœur. Mais les beignets ne payaient plus et le petit toussait sans cesse. « D'accord, Kofi, murmura-t-elle, les larmes coulant comme la pluie d'octobre. Dis à ton ami que je suis prête, que Dieu me garde. » Le lendemain, Kofi l'accompagna jusqu'à la gare routière bondée, le cœur lourd mais la mine résolue. Le voyage vers Yaoundé fut une épreuve interminable, le bus cahotant sur des routes poussiéreuses sous un ciel menaçant. Des nuages noirs, lourds de colère, s'amoncelaient, grondant comme des tambours ancestraux, annonçant un malheur. Serrant fort contre elle le petit gris-gris hérité de sa mère, un simple collier de perles et de dents de singe, Awa priait en silence pour que les esprits la protègent. Arrivé enfin, Kofi la laissa devant un hôtel miteux, à l'aura sinistre. « Étienne arrive demain, repose-toi, » lui dit-il pour la rassurer. Mais alors qu'il partait, un frisson glacial parcourut Awa. Le vent semblait murmurer à son oreille une terrible prophétie. « Attention, fille de la terre, le sang appelle le sang. » La nuit promettait d'être longue. Le lendemain, Étienne est apparu. C'était un homme imposant, la quarantaine bien tassée, vêtu d'un boubou blanc immaculé, brodé d'or, contrastant avec l'ambiance miteuse de l'hôtel. Une fine cicatrice barrait sa joue gauche, telle une marque de fétiche. Ses yeux étaient sombres, profonds comme les puits sacrés du pays Bamoun. Il m'a dévisagé un instant avant de dire « Tu es Awa ? Kofi m'a parlé de toi, tu sembles forte. Viens, monte dans ma Mercedes. » Sa voix était douce, presque chantante, mais quelque chose dans son regard me glaçait le sang. Un éclat froid, comme celui d'un serpent qui attend sa proie. Sans un mot de plus, je l'ai suivi vers sa luxueuse voiture. Tandis que nous nous éloignions de la ville pour nous enfoncer sur une route menant à une colline boisée, la tension devenait palpable. Où m'emmenait-il? Et pourquoi avais-je l'impression de me diriger tout droit vers un piège? La maison d'Étienne se dressait sur une colline boisée, loin du bruit incessant de la ville. C'était un véritable palais de béton rose, ceinturé de palmiers majestueux et de grillages hérissés de barbelés, comme pour garder ses secrets. À l'intérieur, le luxe était palpable. Des tapis persans moelleux étouffaient le son de mes pas, et dans les coins sombres, des statues d'ancêtres en bois sculptés semblaient veiller, leurs visages figés dans une douleur éternelle. « Tu t'occuperas de la maison, de la cuisine et de mes affaires », m'avait expliqué Étienne en me montrant ma chambre. C'était une pièce minuscule au sous-sol, éclairée par une seule ampoule nue qui clignotait sans cesse, tel un œil mourant. « Et surtout, » avait-il ajouté, « ne pose jamais de questions sur mon passé. Le passé est un fantôme qui mord. Les premiers jours, pourtant, furent un rêve éveillé. Je préparais des ondolés épicés, des poissons grillés qui embaumaient toute la maison, et je balayais les sols de marbre frais. En échange, je recevais mon salaire en billets craquants,
que j'envoyais aussitôt à mes enfants, m'imaginant leur sourire radieux. Mais la nuit, oh, les nuits étaient différentes. Dès que la lune montait, la maison se transformait. Des murmures en langue bassa semblaient sortir des murs, des rires étouffés flottaient dans l'air et des pas grattaient le sol comme des ongles sur du bois pourri. Je me réveillais en sueur, mon gris-gris serré contre ma poitrine, le cœur battant à tout rompre. J'étais persuadé que des ombres dansaient à la fenêtre, des silhouettes voilées avec des yeux qui luisaient comme des braises ardentes. Un soir, alors que je rangeais sous l'évier rouillé, ma main a heurté quelque chose. Une vieille photo glissée dans un tiroir. C'était un cliché jauni. Une famille devant une case en terre au village de Bafoussam. Au centre, un couple avec 2 enfants. La ressemblance me frappa comme un coup de bâton. La petite fille aux tresses serrées, c'était moi, et ce garçon. Ses yeux, cette cicatrice naissante sur la joue, non, impossible. Le monde d'Awa s'effondra. Étienne n'était pas un simple employeur. Il était son propre frère, celui qui avait disparu des années plus tôt lors de cette terrible querelle familiale. Leur père, un chef respecté à Bafoussam, avait été empoisonné par un rival jaloux. Étienne, à peine adolescent, avait fui avec une partie de l'héritage, emportant or et terre, pour échapper à une terrible malédiction lancée par le marabout du village. Celui qui vole le sang de sa lignée portera le poids des ancêtres jusqu'à ce que le cercle se referme. Il avait changé de nom, bâti sa fortune sur le cacao volé, mais les esprits ne l'avaient jamais quitté. Des cauchemars le hantaient, des mains osseuses sortant de la terre pour l'étrangler, des récoltes qui pourrissaient inexplicablement. Et Kofi, ce serpent, était son complice. Ils avaient tout manigancé pour la retrouver, pour refermer le cercle. Ils voulaient la forcer à un rituel de pardon, mais c'était un piège. La malédiction exigeait le sang d'un innocent, et Awa, sans le savoir, était l'agneau sacrificiel. Le point culminant arriva sous la pleine lune, 7 jours plus tard. Étienne convoqua Awa dans la cour arrière. Un autel de terre rouge y avait été dressé, entouré de bougies vacillantes et de crânes d'animaux blanchis par le temps. L'air était lourd, chargé d'une odeur d'encens et de pourriture, comme si la terre elle-même suintait du poison. « Sœur, dit-il d'une voix brisée, ses yeux injectés de sang. Tu dois m'aider, les ancêtres me dévorent de l'intérieur. Prononce les mots du pardon et nous serons libres. » Mais Awa recula, la photo de leur mère tremblant dans sa main. « Frère, pourquoi m'as-tu vendu comme une simple marchandise? Pour ton or maudit !» Soudain, le vent se mit à hurler. Les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant la cour dans une obscurité poisseuse et suffocante. Des ombres surgirent des palmiers. Ce n'étaient pas des hommes, mais des formes tordues, au visage déformé par une faim éternelle. C'étaient les ancêtres. Ils sifflaient dans un bassa ancien. « Le voleur paie! Le sang appelle le sang !» Étienne hurla, tombant à genoux, tandis que des mains invisibles lacérèrent sa peau, traçant des sillons sanglants sur ses bras. Awa courut vers la maison, mais la porte se referma violemment, verrouillée par une force surnaturelle. À travers les vitres, elle vit son frère se tordre au sol, son boubou déchiré révélant d'anciennes marques, des tatouages rituels qu'il avait toujours cachés. Dans un dernier sursaut de désespoir, Étienne rampa jusqu'à l'autel, saisissant un couteau sacrificiel. « Awa, ton sang pour le mien. C'est la seule façon. » Il bondit vers elle, les yeux fous, le visage ruisselant de larmes et de sueur. Awa se défendit, griffant son visage, mais il la plaqua brutalement contre le mur. La lame siffla dans l'air, entaillant profondément son épaule. Une douleur brûlante, comme le feu des enfers. Puis, miracle ou malédiction, le gris-gris que sa mère lui avait donné se brisa, libérant une fine poussière noire qui enveloppa Étienne. Son corps fut pris de convulsions. Sa bouche s'ouvrit sur un cri inhumain. Les ombres le soulevèrent alors, l'entraînant vers la terre qui s'ouvrit en une crevasse béante, vomissant une boue visqueuse aux odeurs de tombeau. Étienne fut aspiré dans les profondeurs et la terre se referma sur son secret. Dans la clarté fragile de l'aube naissante,
Hawa s'est enfuie. Son bras, pansé à la hâte avec un morceau de son pagne déchiré, lui lançait une douleur sourde. Elle a couru à travers les collines, ses pieds nus martelant la terre rouge jusqu'à atteindre le ruban d'asphalte de la grande route. Un vieux camion qui transportait des bananes s'est arrêté et le chauffeur, sans poser de questions, l'a conduite jusqu'à Douala. Là-bas, ses enfants l'attendaient. Un peu plus maigre, les yeux creusés par l'inquiétude, mais vivant. Ses trésors. À la police, son histoire semblait folle. Un frère maudit par le sang, des esprits vengeurs surgis de la nuit, ils ont souri, incrédules. Mais le lendemain, la nouvelle est tombée comme un couperet. Étienne avait disparu. Sa luxueuse Mercedes a été retrouvée vide, abandonnée au bord d'un ravin. Une odeur entêtante d'encens et de sang flottait encore à l'intérieur. La justice des ancêtres avait parlé. Dans les ombres de nos traditions, des vérités anciennes sommeillent. L'histoire de Mami Wata et du marchand Cupide n'est pas qu'un conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est un avertissement murmuré à travers les générations. La nature a une mémoire, et elle réclame toujours son dû. Nos aînés nous ont enseigné le respect, non par peur, mais par sagesse. Ils savaient que chaque arbre abattu sans raison, chaque rivière polluée par l'égoïsme, est une dette que nos descendants devront payer. L'équilibre est fragile, et lorsque nous le brisons par avidité, nous n'invitons pas seulement la malchance, mais la colère des esprits qui veillent sur cette terre. Souvenez-vous-en, la plus grande richesse n'est pas l'or que l'on amasse, mais l'harmonie que l'on préserve avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les légendes de notre continent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.